Les hommes se querellent rarement pour la vérité. Ils se querellent pour la place qu'ils occupent. Machiavel. Il existe une scène intérieure que presque tout le monde connaît. La discussion est terminée. La personne est partie. La pièce est redevenue normale. Et pourtant le dialogue continue. Soudain, les phrases viennent, claires, calmes, exactes. Tu trouves enfin la formulation parfaite, celle qui aurait tout remis à sa place, celle qui aurait arrêté l'autre net. Tu la répètes mentalement, plusieurs fois, et chaque répétition produit la même sensation. Si j'avais dit ça, la discussion aurait été différente. Alors l'esprit corrige le passé. Il rejoue la scène sous la douche, dans la voiture, à 3 heures du matin face au plafond. Cette fois tu parles mieux. Cette fois tu gardes ton calme. Cette fois tu gagnes. Mais la réalité reste intacte. On explique généralement ce phénomène par l'émotion. Le stress aurait bloqué la pensée. L'énervement aurait brouillé la logique. C'est une interprétation confortable. Elle laisse croire qu'avec plus de maîtrise, la discussion aurait abouti ailleurs. Pourtant, observe honnêtement. Même lorsque tu restes calme, certaines conversations tournent exactement de la même manière. Même avec de bons arguments, certaines personnes n'entendent rien. Et parfois, plus tu expliques, plus la situation se dégrade. Ce n'est pas un accident psychologique, c'est la fonction réelle du conflit. Un échange ordinaire sert à transmettre une information. Un conflit sert à autre chose. Il sert à situer deux personnes l'une par rapport à l'autre. Pendant une dispute, les mots n'agissent presque pas sur les idées. Ils agissent sur la position. C'est pour cela qu'une phrase courte peut peser plus lourd qu'une explication parfaite, et qu'une longue justification peut affaiblir même quand elle est correcte. Tu crois défendre un point de vue? L'autre perçoit un comportement. Et ce comportement répond silencieusement à une seule question. Qui s'adapte à qui? C'est aussi pour cela que certaines discussions laissent une impression étrange. Tu sais que tu avais raison. Tu sais que tes arguments tenaient. Pourtant, tu ressors diminué. Pas humilié ouvertement, simplement réduit. À l'inverse, quelqu'un peut dire très peu, presque rien, et pourtant imposer un malaise difficile à contester. Ce malaise ne vient pas du contenu, il vient de la place que chacun a occupée pendant l'échange. Pendant que tu cherchais la bonne formulation, ton attention faisait autre chose. Elle surveillait. Le ton de la voix, les interruptions, les regards, le moment où l'autre soupire. Une partie de toi parlait, l'autre évaluait en permanence si tu étais encore en contrôle. Penser et se protéger en même temps produit toujours une parole imparfaite. Et ce n'est pas un défaut, c'est un indice. Après coup, seul, ton esprit retrouve sa précision. Plus personne à convaincre, plus de position à tenir. La pensée redevient pure. Et tu crois alors que cette clarté aurait changé la scène. En réalité, elle n'aurait changé qu'une chose, ton impression personnelle. Car le conflit n'attend pas une meilleure idée, il attend un signal relationnel. Voilà pourquoi deux personnes peuvent débattre 1 heure sans jamais parler du sujet réel. Elles parlent d'argent, de politique, de travail ou de souvenirs, mais ce qui se joue n'est pas l'objet visible. Ce qui se joue, c'est la stabilité du rapport entre elles. L'une tente d'être reconnue, l'autre refuse de bouger. Et chaque phrase devient un mouvement dans cet équilibre. Dans ce contexte, l'argument parfait arrive toujours trop tard, parce qu'il n'a jamais été attendu.
Le débat semblait intellectuel, il était structurel. Tu cherchais à convaincre, la situation cherchait à te placer. C'est pour cela que certaines phrases déclenchent instantanément une tension sans raison logique. Elles ne contiennent rien d'offensant en apparence, mais elles modifient la position implicite entre deux personnes. Et l'autre réagit non au sens, mais à la conséquence. De la même manière, certaines réponses très rationnelles aggravent la confrontation. Elles menacent la place de l'autre plus qu'elles ne contredisent son idée. Alors il ne répond plus au contenu, il protège son rôle. Tu peux reconnaître ce moment précis. La discussion bascule, elle cesse d'avancer, elle tourne. Tu expliques encore mieux, l'autre répète différemment, et chacun ressort persuadé de ne pas avoir été entendu, parce que personne n'écoutait réellement le sens. Chacun surveillait sa position. À partir de là, une chose devient visible. Les disputes fatiguent moins par ce qui est dit que par ce qu'il faut maintenir en parlant. Et plus l'enjeu relationnel est fort, plus la logique perd de poids. Tu peux avoir la meilleure phrase du monde, elle arrive dans un espace où les phrases ne décident déjà plus de l'issue. Alors le cerveau corrige après coup. Il imagine qu'une meilleure formulation aurait suffi. Mais ce souvenir réécrit l'événement comme un débat d'idées, alors qu'il s'agissait d'un ajustement silencieux entre deux places. Le moment où une discussion se détériore ne correspond presque jamais à l'instant où quelqu'un se trompe. Il correspond à l'instant où quelqu'un commence à vouloir être compris absolument. C'est là que tout bascule. Et c'est précisément pour cela que tant de conversations deviennent interminables sans jamais avancer d'1 millimètre. Tu crois alors que le problème vient du manque de clarté. Alors tu ajoutes des précisions, tu reformules, tu expliques autrement, tu détailles encore. Chaque nouvelle phrase te paraît plus exacte que la précédente. Et pourtant l'effet inverse se produit. Plus tu clarifies, plus l'autre résiste. Ce phénomène paraît absurde seulement si l'on pense qu'une discussion sert à rapprocher deux visions. En réalité, elle sert d'abord à maintenir une cohérence intérieure. Personne n'entre dans un conflit pour découvrir qui il est en train d'être. Chacun y entre pour conserver l'image de lui-même qu'il possède déjà. À partir de là, une explication n'est plus une information, c'est une pression. Comprendre tes arguments obligerait l'autre à modifier sa position initiale, donc à modifier l'idée qu'il a de lui dans cette interaction. Et c'est précisément ce que l'esprit évite instinctivement. Ce n'est pas la logique qui bloque, c'est le coût psychologique de l'accepter. C'est pour cela qu'un détail insignifiant peut provoquer une crispation soudaine. Tu penses avoir simplement précisé ta pensée, l'autre ressent que le terrain sous ses pieds bouge. Il ne combat plus ton propos, il combat la conséquence de ton propos. Et cette conséquence n'a rien d'intellectuel. Elle touche la stabilité du rôle qu'il occupe face à toi. À cet instant, la discussion devient structurellement insoluble. Tu peux améliorer indéfiniment la qualité de ton explication, elle ne rencontrera jamais son objectif, car elle n'agit plus dans la même dimension que la résistance qu'elle provoque. On reconnaît facilement ce moment. La conversation cesse de progresser et commence à tourner en cercle fermé. Les phrases changent, le contenu reste identique. Chacun répète avec des mots différents ce qu'il a déjà dit. L'énergie augmente, la précision aussi, mais le mouvement disparaît. Et paradoxalement, c'est souvent la personne la plus appliquée à être claire qui aggrave la situation. Plus elle cherche à être juste, plus elle insiste et plus l'échange se fige. Pourquoi ? Parce que l'insistance transforme l'échange en évaluation implicite.
l'autre ne se sent plus face à une idée, il se sent face à une tentative de le déplacer. Et personne n'accepte facilement d'être déplacé sous le regard de celui qui parle. Ce n'est pas une question d'orgueil spectaculaire. C'est un mécanisme discret. Céder dans un dialogue signifie abandonner une position en direct devant quelqu'un qui l'observe. Même si la conclusion est rationnelle, l'expérience est vécue comme une réduction. À partir de là, la logique cesse d'être une solution et devient un outil de pression involontaire. Tu cherches à démontrer, l'autre cherche à tenir. Tu apportes des preuves, l'autre introduit des nuances. Tu simplifies, il complexifie. Tu résumes, il ouvre un nouveau point. Aucun des deux ne décide consciemment d'agir ainsi. La conversation elle-même produit ce comportement. C'est la raison pour laquelle certaines discussions se terminent soudainement par une phrase sans rapport apparent avec le sujet. Quelqu'un lâche « De toute façon, tu fais toujours ça » ou « Tu ne comprends jamais ». Ce n'est pas une sortie émotionnelle aléatoire. C'est l'instant où le conflit quitte définitivement le terrain de l'idée pour apparaître sur son vrai terrain, la relation. L'échange d'arguments n'était qu'une façade, permettant de négocier silencieusement la place de chacun. Une fois ce seuil franchi, toute tentative de revenir au sujet échoue. Tu peux dire « restons sur les faits », la conversation ne reviendra pas aux faits, parce qu'elle n'y était déjà plus. L'objet visible n'était qu'un support acceptable pour une réorganisation implicite. Voilà pourquoi les discussions les plus épuisantes ne portent souvent pas sur les enjeux les plus importants, mais sur des détails anodins, un ton, un choix, un souvenir précis. L'importance du thème n'explique pas l'intensité ressentie. L'enjeu invisible, oui. Après coup, lorsque tu repenses à la scène, ton esprit corrige seulement la surface. Il imagine une meilleure formulation, un argument plus net, une phrase plus calme. Et cette reconstruction semble crédible parce qu'elle réécrit l'événement comme un débat logique. Mais elle ignore la dimension principale. Même la phrase parfaite aurait été interprétée comme un mouvement de positionnement. Elle aurait donc produit une autre résistance, simplement sous une forme différente. C'est pour cela qu'il existe des personnes avec qui tout sujet devient conflictuel et d'autres avec qui même un désaccord profond reste fluide. La différence ne tient pas à la compatibilité des opinions, mais à la sécurité implicite de la position occupée pendant l'échange. Lorsque cette position paraît menacée, le cerveau protège avant d'écouter. Et la protection ressemble extérieurement à de la mauvaise foi. On accuse alors l'autre de refuser la logique, de ne pas vouloir comprendre, d'être fermé. Mais ce diagnostic reste superficiel. L'autre comprend très bien ce qui est dit. Il comprend surtout ce que cela impliquerait pour lui d'y adhérer. Et c'est cette implication qui est refusée. Ainsi, plus tu cherches à rendre l'idée incontestable, plus tu rends la concession coûteuse. Tu améliores la validité du propos tout en diminuant la possibilité qu'il soit accepté. Le paradoxe apparaît clairement. Vouloir être compris rend la compréhension dangereuse pour l'autre. Et dès que comprendre devient dangereux, l'esprit évite de comprendre. Non pas par incapacité, mais par cohérence interne. La discussion devient alors un mécanisme d'évitement mutuel parfaitement poli, où chacun parle sincèrement sans jamais réellement s'entendre. C'est aussi ce qui explique la fatigue particulière qui suit ces échanges. Elle ne vient pas du volume de paroles, mais de l'effort constant pour maintenir une image stable de soi tout en recevant celle que l'autre renvoie. Tu n'es pas épuisé d'avoir parlé, tu es épuisé d'avoir tenu une position sous observation permanente. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines personnes paraissent toujours avoir le dernier mot, même quand elles parlent peu, et pourquoi leur efficacité ne dépend presque jamais de la qualité de leurs arguments, mais du moment où elles cessent d'en produire.
Il existe des personnes avec qui la discussion s'arrête sans que tu comprennes exactement comment. Elles ne parlent pas particulièrement mieux, ne construisent pas des raisonnements plus solides, et pourtant l'échange se referme autour d'elles comme si la conversation avait atteint naturellement sa limite. Rien d'éclatant ne s'est produit, aucune phrase brillante, aucune supériorité verbale visible. Simplement, à un moment précis, l'espace du dialogue cesse d'être ouvert. On croit souvent que ce phénomène tient au charisme ou à la confiance. En réalité, il tient à autre chose, la capacité à ne plus nourrir le mécanisme du conflit. Une discussion continue tant que chacun y trouve une prise. Tant qu'une réaction est possible, la structure reste active. Dès qu'une des deux personnes cesse d'offrir cette prise, l'échange perd sa raison d'exister et se referme presque mécaniquement. Ce point est difficile à percevoir parce que nous avons appris à considérer la parole comme un outil de résolution. Face à une tension, la réaction naturelle consiste à préciser, nuancer, corriger, reformuler. Nous pensons intuitivement que plus la communication sera complète, plus la situation deviendra claire. Pourtant, dans certaines interactions, chaque mot supplémentaire agit comme un nouveau point d'accroche. L'autre n'a même pas besoin de contredire le fond. Il lui suffit de réagir à la forme, au ton, à une nuance secondaire. Ainsi, la conversation se prolonge indéfiniment sans jamais avancer. Certaines personnes l'ont compris sans l'avoir théorisé. Elles n'essaient pas de fermer la discussion par une conclusion plus forte. Elles la ferment en retirant le matériau même qui permettait de la prolonger. Ce retrait n'est ni spectaculaire ni agressif. Il ressemble presque à une absence d'effort, et c'est précisément cette absence qui produit l'effet. Lorsque quelqu'un argumente, il offre toujours quelque chose à saisir, une logique à contester, un mot à corriger, une intention à interpréter. Mais lorsque la parole cesse d'alimenter ses points d'appui, l'autre ne peut plus prolonger sans révéler explicitement qu'il veut simplement continuer. La discussion perd alors sa justification implicite. On reconnaît ce moment dans certaines scènes très simples. Une remarque est faite, légèrement provocatrice. L'attente naturelle est une réaction, justification, désaccord, précision. Elle n'arrive pas. Un court silence apparaît. L'autre répète alors sa remarque autrement, comme pour relancer le mécanisme. La réponse reste minimale, presque descriptive, sans tentative de convaincre. Après quelques tentatives, le dialogue s'épuise de lui-même. Aucun vainqueur apparent, mais un échange terminé. Ce qui disparaît ici n'est pas le sujet, c'est la tension dynamique qui maintenait la conversation active. Tant que deux volontés cherchent à orienter la scène existe. Lorsqu'une seule continue, elle devient visible comme volonté isolée et perd sa légitimité sociale. Nous supportons facilement un désaccord. Nous supportons mal quelqu'un qui insiste seul. C'est pour cela que certains débats publics durent des heures, alors que certaines discussions privées s'arrêtent en quelques secondes. Dans le premier cas, chacun doit maintenir son rôle devant un public. La parole devient nécessaire. Dans le second, la nécessité disparaît dès que l'un cesse de participer au jeu implicite. La conversation n'est pas stoppée par une meilleure idée, mais par l'absence de carburant relationnel. Nous avons tendance à interpréter cela comme du détachement ou de l'indifférence. Pourtant, l'effet ressenti est souvent plus complexe. Ce n'est pas le mépris qui clôt l'échange, c'est l'impossibilité de continuer sans changer de registre. Pour poursuivre, l'autre devrait soit reformuler entièrement sa position, soit reconnaître explicitement qu'il cherche simplement une réaction. La plupart préfèrent alors s'arrêter. Après coup, celui qui aurait voulu continuer garde une impression étrange. Rien n'a été réfuté, rien n'a été prouvé, et pourtant la discussion semble terminée. Il reste sans point d'appui. La logique n'a pas été vaincue, elle est devenue inutile. C'est précisément l'inverse de ce que nous faisons habituellement.
Nous tentons de terminer par une phrase plus forte que la précédente, comme si la solidité du propos pouvait fermer l'échange. En pratique, cette solidité fournit au contraire la dernière surface d'accroche. L'autre répond, conteste ou nuance, et la conversation repart. Nous essayons de conclure par le contenu, alors que la conclusion dépend de la structure. On comprend alors pourquoi certaines personnes donnent l'impression d'avoir toujours le dernier mot sans réellement le chercher. Elles ne remportent pas l'argument. Elles retirent simplement la possibilité qu'il continue. Ce n'est pas une technique visible, mais une économie d'action. Elles n'ajoutent pas une phrase finale. Elles cessent d'en produire au moment exact où la conversation attendrait la suivante. Cela modifie profondément la perception de la scène. Le dernier mot n'est plus la meilleure réplique. C'est le point où parler n'apporterait plus de position supplémentaire. Et ce point n'est presque jamais atteint par accumulation d'arguments, mais par interruption du mécanisme qui les réclame. La plupart du temps, nous quittons une discussion frustrée parce que nous pensions devoir la résoudre. Nous restons mentalement dedans, cherchant encore la phrase décisive. Mais ce travail intérieur repose sur une hypothèse fausse, celle que l'échange dépendait de la qualité des réponses. Or, il dépendait de la disponibilité à continuer. Une fois cette disponibilité retirée, aucune réponse n'était nécessaire. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi certaines confrontations reviennent toujours avec les mêmes personnes, indépendamment du sujet abordé, et comment le conflit peut devenir une forme stable de relation plutôt qu'un accident passager. Si certaines discussions se répètent toujours avec les mêmes personnes, ce n'est presque jamais parce que les sujets reviennent. Les sujets changent sans cesse. Un détail pratique, une remarque, un souvenir, une décision minime. Pourtant, la sensation est familière dès les premières minutes. Tu sais déjà comment cela va finir. Tu reconnais le rythme, les silences, le moment précis où chacun se crispe légèrement. La conversation n'avance pas vers une conclusion, elle rejoint une forme connue. On pourrait croire à une incompatibilité d'opinion. Mais observe, parfois vous êtes d'accord sur le fond, et pourtant la tension apparaît quand même. D'autres fois, vous êtes en désaccord total avec quelqu'un d'autre, et rien ne se passe. La divergence n'explique donc pas le conflit. Ce qui se répète n'est pas l'idée, c'est la position que chacun occupe quand l'idée apparaît. Avec certaines personnes, chaque échange devient inconsciemment un rappel de place. Personne ne décide de jouer ce rôle. Il s'installe progressivement, puis la relation s'organise autour de lui. L'un explique davantage, l'autre corrige davantage. L'un précise, l'autre relativise. L'un cherche à conclure, l'autre ouvre un nouveau point. À force de répétition, ces gestes deviennent automatiques et la conversation se structure d'elle-même avant même que le sujet soit important. C'est pour cela que certaines remarques très banales déclenchent immédiatement une défense. Elles n'ont rien d'hostile isolément, mais elles réactivent un schéma déjà connu. La mémoire relationnelle précède la compréhension du contenu. Avant d'entendre la phrase, chacun reconnaît la place qu'il va devoir tenir. La réponse naît alors du rôle attendu, pas de l'idée entendue. On peut le voir dans ces échanges où les mots deviennent presque prévisibles. L'autre commence une phrase et tu sais déjà la suite. Non parce qu'il se répète volontairement, mais parce que la relation appelle toujours la même position de sa part. La discussion ressemble alors moins à une exploration qu'à une scène rejouée. Le décor change, la structure demeure. À ce stade, vouloir résoudre le désaccord par une meilleure argumentation produit l'effet inverse. Une solution supprimerait la tension et avec elle, l'équilibre implicite que la relation a construit. Sans conflit, chacun devrait redéfinir sa place. Beaucoup préfèrent inconsciemment maintenir une friction connue plutôt qu'entrer dans une configuration incertaine. Ainsi, la conversation se maintient d'elle-même, comme un mécanisme qui se nourrit de sa propre répétition. Ce phénomène explique pourquoi certaines discussions reprennent exactement là où elles s'étaient arrêtées, même après des mois. Aucun effort de mémoire n'est nécessaire. La relation conserve la forme
et la réactive dès que l'occasion apparaît. Chacun retrouve immédiatement son ton habituel, ses arguments familiers, ses réactions attendues. L'impression de déjà-vu n'est pas psychologique, elle est structurelle. Dans ces moments, le contenu devient secondaire. Il sert de support à un ajustement silencieux. L'un vérifie qu'il peut encore contester, l'autre qu'il doit encore justifier. Tant que ces confirmations restent nécessaires, le conflit persiste indépendamment du thème. On croit discuter d'un point précis, on maintient en réalité une stabilité relationnelle. C'est aussi pourquoi certaines tentatives de clarification échouent. Tu proposes de repartir de zéro, de poser calmement les faits, d'éviter les interprétations. Pendant quelques minutes, l'échange paraît neuf, puis l'ancien rythme revient presque imperceptiblement. Les mêmes inflexions apparaissent, les mêmes interruptions, la même fatigue. La conversation n'a pas dérapé, elle a retrouvé sa forme habituelle. À partir de là, une chose devient visible. Ce type de conflit n'est pas un problème à résoudre, mais un mode de fonctionnement partagé. Chacun y participe parce qu'il permet de maintenir une continuité entre vous. Le désaccord devient une manière stable d'être ensemble. Il donne une prévisibilité rassurante, même s'il est pénible. On comprend alors pourquoi certaines relations semblent calmes lorsqu'aucun sujet n'est abordé, mais se tendent dès qu'une décision ou un avis apparaît. L'échange d'idées active immédiatement la structure latente. Les mots servent d'interrupteurs. Ce n'est pas l'importance de ce qui est dit qui compte, mais le fait qu'une prise de position apparaisse. Dans ce cadre, chercher la phrase définitive devient inutile. Elle n'arrêterait rien durablement, car la conversation ne cherche pas une conclusion. Elle cherche une confirmation. Dès que l'occasion suivante se présentera, le mécanisme reprendra, parfois sur un détail insignifiant. La continuité sera intacte. Cela explique aussi la sensation étrange de fatigue anticipée. Avant même de parler, tu sais combien d'énergie la discussion demandera. Tu connais déjà la forme qu'elle prendra et l'effort nécessaire pour la maintenir. Ce n'est pas le sujet qui épuise, c'est la répétition. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi certaines conversations cessent définitivement, non quand quelqu'un trouve enfin la bonne réponse, mais lorsque l'un des deux cesse d'occuper la place qui rendait la discussion possible. Une discussion ne disparaît pas quand un argument devient incontestable. Elle disparaît lorsque l'un des deux cesse d'occuper la place qui la rendait possible. Tant que chacun répond au rôle attendu, même involontairement, l'échange trouve toujours un nouveau prétexte pour continuer. Mais lorsqu'une position habituelle n'est plus tenue, la conversation perd sa forme familière et ne sait plus comment exister. On imagine souvent qu'il faudrait trouver la formule juste pour enfin clore certaines confrontations. Pourtant, la plupart ne tiennent pas par la force des opinions, mais par la stabilité des rôles. L'un attend une justification, l'autre la porte. L'un attend une réaction, l'autre la fournit. La continuité repose sur cette correspondance silencieuse. Supprime-la, et le sujet lui-même cesse d'avoir de l'élan. Ce changement ne ressemble pas à une victoire verbale. Il ressemble à un déplacement imperceptible. La même remarque apparaît, mais elle ne rencontre plus la réponse attendue. Pas une meilleure réponse, pas une réponse plus calme, simplement une réponse qui n'alimente pas la structure connue. L'autre tente alors de retrouver l'ancien terrain, reformulation, légère provocation, précision supplémentaire. Rien ne reprend exactement comme avant. Le dialogue n'a pas été tranché, il s'est trouvé sans prise. À ce moment précis, quelque chose devient visible. La plupart des confrontations persistent parce qu'elles sont prévisibles. Chacun sait inconsciemment comment l'autre va réagir et s'appuie sur cette certitude pour continuer. Lorsque cette anticipation cesse de fonctionner, l'effort pour maintenir l'échange
devient trop évident. Continuer demanderait d'admettre ouvertement que l'on cherche simplement à prolonger l'attention. Très peu de personnes le font. La conversation se referme alors d'elle-même, sans conclusion claire. C'est pour cela que certaines disputes durent des années, tandis que d'autres disparaissent en une seule interaction différente. Rien n'a été résolu sur le fond. La mécanique a simplement cessé de tourner. Le silence qui suit paraît inhabituel, presque disproportionné par rapport au sujet initial. Pourtant, il correspond exactement à ce qui manquait jusque-là, l'absence de répétition. On comprend alors pourquoi tant de réponses parfaites trouvées après coup n'auraient rien changé. Elles auraient prolongé la forme habituelle, offrant un nouvel appui à la même structure. Elles auraient donné l'impression d'avoir mieux parlé, tout en maintenant intact le mécanisme qui épuisait. L'esprit imagine qu'une meilleure phrase aurait réparé la scène. En réalité, elle l'aurait rendue plus longue. Cela modifie la manière de revoir les conversations passées. Ce n'était pas une défaite d'arguments, ni un manque d'esprit, mais la participation automatique à une configuration connue. Une fois cette configuration absente, l'échange n'a plus de trajectoire. Il ne se résout pas, il cesse simplement d'avoir lieu sous la même forme. Beaucoup interprètent ce moment comme une distance ou un refroidissement. Parfois c'est le cas, mais souvent c'est seulement la disparition d'un mode d'interaction devenu inutile. Sans le rôle à tenir, les phrases redeviennent ordinaires, parfois plus courtes, parfois plus rares. Rien de spectaculaire, juste moins de nécessité de continuer. On remarque aussi une conséquence inattendue. Certaines personnes cessent d'insister non parce qu'elles ont compris ou accepté, mais parce que la conversation n'offre plus la même sensation de mouvement. Le conflit demandait 2 participants. Il ne rencontre plus qu'une présence neutre. Sans opposition claire ni justification répétée, la scène perd son relief et s'efface naturellement. Ainsi se révèle la limite des débats interminables. Ils ne tiennent pas par la force de ce qui est dit, mais par la constance de ce qui est rejoué. Changer la réplique ne change pas la pièce. Sortir du rôle, si. On repense alors à toutes ces réponses tardives qui semblaient décisives. Elles n'étaient pas inutiles. Elles appartenaient simplement à un autre espace, celui où l'on réfléchit seul, sans position à maintenir. Dans cet espace, la logique retrouve sa place réelle. Dans l'échange chargé d'attentes implicites, elle servait seulement de surface de contact. La plupart des discussions ne demandent donc pas une meilleure formulation, mais une absence de répétition. Et cette absence n'est pas un effort supplémentaire, plutôt un arrêt d'effort. La conversation cesse de réclamer quelque chose quand elle ne reçoit plus ce qu'elle anticipait. Il reste alors une sensation particulière. Rien n'a été gagné, rien n'a été perdu, mais quelque chose s'est arrêté. Comme un bruit de fond auquel on s'était habitué et qui disparaît soudain. On cherche presque à le relancer par réflexe, avant de remarquer que le calme tient tout seul. Peut-être que certaines confrontations ne se terminent pas par une phrase plus juste, mais par le moment où elles ne trouvent plus la même personne en face d'elles. Pas quelqu'un de différent, simplement quelqu'un qui n'occupe plus exactement la place attendue. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.